Oui, cette introduction me remplit à la fois de confusion, mais au fond, ce qu'il a dit est à peu près vrai. Et comme je trouvais que certaines interventions étaient trop longues, je me suis réjoui de ne pas avoir contribué à les interrompre, puisque le dernier couplet m'a fait vraiment très plaisir. Au-delà de la boutade, je voulais d'abord me réjouir avec vous de l'organisation de cette journée et demie sur l'intégrité scientifique. En effet, c'est un domaine dans lequel beaucoup d'entre nous sont engagés, souvent à titre personnel, à titre individuel, dans ce qui apparaissait comme une croisade, tant était insurmontable une attitude qui était une attitude de déni. C'est-à-dire que vous l'avez vécu, nous l'avons vécu, confirmé d'ailleurs par des ministres de la Recherche qui se sont succédés, lorsque nous avons commencé à nous rencontrer, plutôt entre individus qu'entre institutions. Certains ou certaines d'entre nous ont voulu, par courtoisie, prendre contact avec la ministre de la Recherche de l'époque pour lui dire, voilà, il y a un groupe un peu des gens pleins d'illusions, d'utopistes, qui commencent à s'intéresser à l'intégrité scientifique. Est-ce que vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Et cette ministre a dit, non, continuez si vous voulez, mais le ministre de la Recherche n'a pas l'intention de s'en occuper. Alors il faut bien comprendre que cette attitude de déni, c'était pas du tout un manque de courage. C'était peut-être une sorte de lucidité. N'ayant jamais été ministre, je ne peux pas savoir quel a été le sentiment qu'il a emporté. Mais au fond, mieux vaut ne pas en parler, parce que le jour où on commencera à en parler, on va être emmerdé. Voilà. Alors, heureusement que le dernier ministre de la Recherche, lui, suscité d'ailleurs, poussé par le président du comité d'éthique de l'INSERM, a pris une position courageuse et a fait une déclaration qui finalement nous a fait entrer dans la phase de l'action. Alors, je crois que cette attitude part du principe qui a été quelque peu affirmé au cours des derniers jours, c'est que l'opinion, on vient d'en parler encore à l'instant, l'opinion est la foi dans la recherche et les chercheurs. Il peut y avoir des doutes, mais on croit à la science, on croit à l'avenir, on croit aux espérances, dont certaines seront seulement déçues, par la recherche. Autrement dit, c'est un des éléments essentiels, mais il y a une exigence considérable, c'est-à-dire on croit à la recherche et aux chercheurs, à condition qu'on soit assuré de leur intégrité. Et un certain nombre de questions qui se sont exprimées ce soir montrent que le doute est malheureusement trop souvent permis. Et que ça crée bien sûr ce décalage entre des espoirs dans la recherche qui sont réels, avec des illusions, mais aussi des résultats qui sont mis en doute. Et plusieurs interventions sont allées dans ce sens. Alors, je crois dans mon introduction, d'abord, je n'oublie pas, le titre m'en a été rappelé tout à l'heure par Christian, c'est une sensibilisation au manquement à l'intégrité scientifique. Ça n'est pas un colloque structuré avec des communications, avec débats, etc. C'est une sensibilisation. Et cette sensibilisation, on peut en tout cas s'en réjouir, ça doit être une sensibilisation, une préoccupation des jeunes chercheurs eux-mêmes. Et ce qui m'a intéressé, entre autres, dans cette journée, c'est qu'il y a, à travers des approches très différentes, une matière très riche pour les jeunes ou les futurs chercheurs qui s'engagent avec enthousiasme dans une carrière dont ils doivent voir à la fois les espoirs, mais aussi sans doute les difficultés. Et au fond, une interrogation qui m'est venue à l'esprit hier, c'est que, en tout cas à propos des procédures, pour des jeunes chercheurs qui sont au début de leur carrière et qui peut-être n'y sont pas encore entrés, il peut y avoir quelque chose de dissuasif. Tellement les choses sont compliquées, tellement les choses sont incertaines, tellement les réseaux, la répartition des pouvoirs et des sanctions peut apparaître comme un maquis dans lequel ils craignent d'avoir quelque peine à pouvoir apparaître en tant qu'eux-mêmes. Donc c'est cette sensibilisation et le courage, le message en direction des jeunes. Alors il y a eu en fait 4 points sur lesquels je m'efforcerai d'être bref. Premièrement, les notions fondamentales. Deuxièmement, les procédures. Troisièmement, les tentations. Et quatrièmement, les évaluations.
Alors les opinions, les notions fondamentales, bien c'est ça. Il y a la confiance dans la recherche et qui impose bien sûr une rigueur totale dans la pratique et la garantie que ces pratiques seront respectées en se méfiant évidemment des bruits et des rumeurs dont certaines sont fondées, dont d'autres ne le sont pas, qui ont pour effet d'entraîner le doute, non pas des chercheurs eux-mêmes, mais de l'opinion vis-à-vis des chercheurs. Ensuite, les procédures, elles sont compliquées, elles sont complexes, et au fond, ces circuits ne sont pas toujours, comme c'est le cas en France, mais pas seulement, lisibles, et ni surtout les jeunes générations, plus que celles qui l'ont précédé, sont beaucoup plus attirées par une explication, une justification des complications qu'on leur crée. Autrement dit, les complications administratives ne doivent pas apparaître comme des contraintes stupides et uniquement administratives et bureaucratiques. Il faut, et on retrouve d'ailleurs le concept d'intégrité scientifique, que d'une façon ou d'une autre, on les justifie par une exigence de rigueur à travers les rigueurs de la procédure et les exigences des phases successives. Alors, j'en arrive ensuite au troisième point, les procédures. Entre autres, je dois dire un mot pour l'office parlementaire dont il a été question encore à l'instant. J'ai eu quelques mots, quelquefois un peu durs, peut-être un peu hier, mais beaucoup plus encore ce matin. Mais il n'empêche que c'est le fond de ma pensée. C'est-à-dire que le dispositif qui a été mis en place a en fait été conçu maintenant depuis plus de 3 ans. Et avec une circulaire qui devait marquer le point final de cette étude, de ces réflexions préalables, et cette circulaire, parfaitement rédigée d'ailleurs par le ministre, est une sorte de mode d'emploi. Et ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle est en place, et ce mode d'emploi n'est pas encore passé dans l'action. Heureusement, et hommage doit être rendu aux référents intégrité scientifique dont il a été parlé tout à l'heure. Ils se sont mis en réseau, d'ailleurs ils sont une création antérieure à la création de l'Office, et au fond ce sont eux qui sont les fantassins. C'est-à-dire qu'ils ont finalement, ou même peut-être plutôt un corps franc, car au fond ils sont au contact des institutions. Ils ne sont pas toujours accueillis les bras ouverts, y compris par les responsables des institutions, ni par les chercheurs eux-mêmes, qui peuvent se demander, au fond, s'il s'agit de censeurs, s'il s'agit d'inspecteurs ou de contrôleurs. Or, ce sont eux qui ont cette tâche ingrate, qui, heureusement, se sont organisés en réseau, qui sont finalement les détecteurs, non pas du tout pour créer des difficultés, mais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc moi, j'apprécie beaucoup cette fonction et cet engagement. Le nombre qui augmente, comme Olivier vient de le dire, est pour moi une satisfaction. Mais il ne faut pas que l'Office mette la main sur les référents intégrité. Ce sont des gens qui se sont rapprochés librement et qui doivent rester libres, mais seulement qui sont des interlocuteurs indispensables pour que l'Office puisse, et les institutions, puissent mettre en place leur propre programme d'action. Il y a un point également très important que j'aurais pu mettre pour les fondamentaux, c'est que dans les présupposés qui sont actuellement consensuels lors des quelques réunions qu'il y a eu, avant même la création de l'Office, il y a eu consensus sur la création de l'Office, mais aussi sur le fait que la responsabilité en matière d'intégrité scientifique, c'est la responsabilité des chercheurs eux-mêmes. Et que la responsabilité, c'est la responsabilité des institutions. Et des institutions qui ont donc comme attribution, comme responsabilité, d'une part de prévenir à travers la formation des jeunes chercheurs, d'autre part de déceler des dysfonctionnements qui pourraient survenir, et également d'intervenir pour voir quelles sont les conséquences que l'on peut en tirer en matière de sanctions. Donc il n'est pas question de se mêler de tout. Il y a un niveau qui est un niveau de responsabilité locale, proche des personnes, proche des jeunes, et qui fait appel aussi à la connaissance des équipes que l'on peut bien connaître parce qu'on en est proche. Et puis il y a un autre niveau qui, à travers, entre autres, les signataires de la charte de déontologie des métiers de la recherche, qui date maintenant de 4 ou 5 ans, qui avait été inspirée par l'Union européenne et qui marche bien avec les signataires de la charte qui eux-mêmes doivent prendre des responsabilités.
Et les responsabilités ont comme acteur l'Office. D'ailleurs, le rapport de Pierre Corvol, le titre lui-même est très évocateur. C'est un rapport, d'ailleurs, qui est très collectif, il le sait bien, et qui apparaît, d'ailleurs, avec une clarté, une intelligence et une référence qu'on trouve aussi dans la présentation de sa conférence à l'instant. Mais on voit très bien que ce dispositif, maintenant, est bon pour partir et qu'il ne reste plus qu'à donner le départ. Mais je crois que les signataires de la charte sont finalement les consommateurs. Les consommateurs, avec le relais et le circuit, avec les référents intégrité, et que c'est le rapport Corvol, c'est la mise en œuvre de la charte. Autrement dit, mettons-la en œuvre, et le mode d'emploi de cette circulaire dont je viens de parler à l'instant représente l'outil idéal pour qu'on puisse se mettre en route. Alors un point quand même sur un élément pour lequel j'ai été sans doute trop passionné, mais au fond, la sagesse viendra peut-être avec l'âge, c'est cette nécessité concernant la commission, le Conseil de l'intégrité scientifique. Je ne suis pas du tout d'accord avec la formule dont je me suis entretenu tout à l'heure, d'ailleurs, avec Olivier, dont il m'a confirmé que c'était au fait une commission de projet. Or, c'est pas du tout, quand dans un des groupes avec Pierre Corvol, on avait travaillé, c'était davantage pour avoir incarné cette espèce de supériorité et de responsabilité morale indispensable pour l'intégrité scientifique. J'ai été très, 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 très sensible et très ému à ce témoignage de Madame Brévière, qui est une de... Oui, Brévière Boyer, je n'ose pas l'appeler par son prénom, mais qui nous a raconté finalement ce qui a été pour elle un calvaire. Et au fond, elle s'est sentie finalement très seule, et elle s'est débrouillée toute seule, d'un bout à l'autre de son aventure. Les présidents d'université sont très embarrassés. Pourquoi il y a eu cette période de déni aussi longue? Parce que les présidents d'université ne sont pas précipités pour s'intéresser à l'intégrité scientifique. C'était pour eux qu'il pouvait y avoir des embrouilles et des difficultés. Autrement dit, on a bien vu dans son périple que les présidents d'université sont embarrassés d'un bout à l'autre, depuis le départ jusqu'à la confirmation des faits, où se pose la question de la responsabilité et des sanctions. Autrement dit, c'est bien, alors là, au niveau d'un office comme celui dont nous avons parlé, que doit se situer avec des personnalités qui ont une compétence, qui ont une rigueur, qui ont une notoriété, une responsabilité d'indépendance avec une composante internationale. C'est à ce niveau que doit se situer la référence morale de l'intégrité scientifique française. Et ça, plus ça va, plus je pense qu'il faudra y parvenir, parce que pour le moment, même s'il y a pu y avoir des avantages dans l'hébergement de l'intégrité scientifique dans l'HCERS, l'HCERS nuit à la lisibilité d'une initiative française en matière d'intégrité scientifique. Ça n'est pas très lisible, tant mieux que l'HCERS ait accepté de nous héberger. Au fond, entre nous, elle n'y perd rien, et son président non plus. Mais que devient l'intégrité scientifique parmi les autres départements de l'HCERS? Eh bien, pour le moment, c'est à cette activité qu'il appartient d'apparaître en tant que telle et avec des autorités qui soient des autorités reconnues du monde scientifique et qui apporteront alors la meilleure des réponses. Je vais essayer de conclure maintenant parce que, ça va, je vois l'évaluation. Alors l'évaluation, j'ai été un peu déçu. Pourquoi? Parce que dans le titre... Oui. Pourquoi? Parce que dans les préoccupations sur lesquelles nous avions réfléchi il y a plusieurs années, il y avait ce constat que parmi les facteurs qui favorisent la fraude scientifique, il y a l'argent et il y a la course aux publications. Et ça, c'est un phénomène européen et international. Et que finalement, le nombre, parmi les indicateurs qu'on trouve dans tous les pays, il y a les publications. Et il y a surtout le nombre des publications. Et on voit très bien que le quantitatif ne va pas forcément avec le qualitatif. Et néanmoins, parce qu'on n'a pas d'autres paramètres, eh bien, on va
procéder à l'essentiel des évaluations sur ces critères. Alors, quand j'ai vu l'intitulé je cherche son nom. Ben oui, d'autant plus qu'on s'est bien connu dans le temps, il m'a reproché de ne pas l'avoir reconnu. Jacques Hayech. Jacques Hayech, c'est bien lui. Alors, j'ai vu le titre de sa proposition, et proposition de changement dans l'évaluation de la recherche. Je me suis dit, chic alors. Ce qu'on avait cherché il y a plusieurs mois, quelques-uns dans le cadre du travail autour de Pierre, on cherchait quels autres critères, ou quels autres critères pouvaient être appliqués. On avait eu d'ailleurs, je crois, par Laurent de Gosse, quelques échos concernant les mêmes recherches au Royaume-Uni, qui étaient confrontés aux mêmes difficultés pour trouver un outil d'évaluation de la qualité des recherches. Et finalement, on n'est pas allé plus loin. Mais simplement, il faudra encore qu'on se revoie, Jacques, pour que vous puissiez trouver d'autres solutions que les conditions d'application de critères qui sont finalement des critères essentiellement quantitatifs. Je reste un peu sur ma faim parce qu'on voit bien la nécessité d'avoir un outil, la pertinence, l'usage, mais également extrêmement difficile, surtout moins il y a de foin dans comment dit-on, des paysans. Pardon. Merci, madame. Vous êtes la campagne. Alors, moins il y a de foin dans le râtelier, évidemment, plus les chevaux se battent. C'est ça? Oui, merci. Et donc, d'où la nécessité d'avoir des critères qui soient des critères beaucoup plus précis que ceux dont actuellement on dispose. Voilà, j'ai à peu près terminé. Et simplement, si on peut dire, étant un narcissiste, ça se voit, je voudrais néanmoins dire combien les termes qui ont été utilisés d'ailleurs encore à l'instant, confiance, 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 je crois que c'est finalement le critère même et la coïncidence, la concordance de tout ce qui a été dit au cours de ces journées et de tout ce que j'ai rajouté à l'instant. S'il n'y a pas confiance, quelles que soient les solutions qu'on pourra mettre en place, elles n'auront pas toute leur portée. Et certains bons esprits ou mauvais esprits, il y a sans doute plus de mauvais esprits que de bons, contesteront la qualité de la recherche et des chercheurs dans la mesure où ils n'ont pas la certitude de la qualité et de l'intégrité de la recherche. Je crois que c'est une œuvre commune à laquelle nous sommes attachés maintenant et qu'il faut largement poursuivre avec nos illusions, mais également cette volonté de surmonter un dispositif, une attitude qui, si elle perdure, risque d'avoir des conséquences gravissimes pour nos sociétés. Messieurs, mais après avoir remercié, bien entendu, le sénateur Huriet de cette brillante conclusion, je voudrais remercier, je voulais bien sûr, Claude Forest, ici présent. Oui. Xavier Koumoul, qui est à côté de lui. Madame l'abbé Julier, mais si, qui a mobilisé, qui grâce à elle, notre président, tout est venu, et c'était fondamental, pour bien vous montrer qu'en fait, c'est une véritable task force de l'université Paris-Descartes, de manière à aider, ça va sûrement être un peu difficile vu les contraintes, mais de manière à s'inspirer, voire vous contraindre un tout petit peu au niveau de l'office, de manière à ce que l'intégrité passe entre les pratiques et que la réflexion des étudiants, mais pas simplement d'entre eux, circule à ce propos. En tout cas, merci et bravo à vous. Applaudissez-vous, vous étiez excellents.